Ici Satou. Des positions différentes impliquent des exigences et des façons de penser différentes. Je pense que prendre en compte les positions des autres peut vous aider à comprendre ce qui vous manque ou la source d'un malentendu, vous permettant ainsi de progresser vers la compréhension mutuelle. Cette zone ne devrait pas être visible depuis Labyrinth City ou la tour de guet du col, n'est-ce pas? Oui, et c'est près d'une route secondaire. Je dirais que c'est bien, non? Très bien, alors je vais nous téléporter. En traversant les montagnes entourant un bassin, nous avons rangé les chariots au stockage et utilisé le sort de magie spatiale retour pour prendre un raccourci vers un endroit proche de la ville carrefour de Kelton. Bien que je préfère généralement profiter du voyage, nous avons pris ce chemin suffisamment de fois pour qu'il n'y ait probablement pas de nouvelles surprises en réserve. Le plan était de passer la ville carrefour sans s'arrêter, de prendre la route centrale du territoire royal vers le nord pour traverser les comtés de Zetz, de Lesso et de Kageus, puis de traverser le comté de Kageus. Nous atteignîmes enfin le royaume de Yowork, qui avait annexé la terre natale d'Arisa et Lulu, l'ancien royaume de Kuvork. Nous sommes terriblement enfoncés dans les montagnes. En sortant du point de téléportation, un bâtiment partiellement souterrain, Arisa observa les alentours avec curiosité. J'ai placé la plaque du retour dans une zone accessible uniquement par avion pour éviter les chasseurs. Nous étions près du sommet de la montagne, dominant la ville carrefour au loin. Nous descendîmes la montagne sur les chevaux golems, déguisés en vrais chevaux. En descendant, nous prîmes des oiseaux de montagne et du sanglier à feuilles vertes pour le déjeuner. J'avais entendu dire que ce dernier avait un goût de porc délicieux et sans amertume. Du raisin de montagne. Suor, Mia désigna le fruit sauvage, et Tama en enfourna un, grimaçant aussitôt de plein fouet devant son goût aigre-doux. Ces violets ne sont pas bons, monsieur. Ces rouges sont sucrés, monsieur. Tu as raison. Bien joué, Pochi. Pochi, experte en odorat sucré, repérait sans difficulté les raisins de montagne les plus mûrs. Elle avait toujours le flair pour les gourmandises, tout comme elle avait trouvé la réglisse épineuse lors de nos premiers voyages. Cueillons-en quelques-uns pour le goûter. Oui, allons-y, on peut faire sécher les restes pour en faire des raisins secs. Nous avons tous apprécié cueillir des raisins de montagne pendant un moment, puis nous avons repris la route une fois que nous en avions récolté plus qu'il n'en fallait. Comme les longs trajets à cheval pouvaient être fatigants, j'ai sorti une calèche semi-flottante équipée d'un simple moteur à propulsion aérienne pour lutter contre les vibrations et je l'ai attachée aux chevaux. Comme elle transportait 6 personnes, 2 autres restaient à cheval, se relayant pour surveiller. Ces chevaux golems sont vraiment rapides, remarqua Arisa. Comme ils n'avaient pas besoin de repos et qu'ils allaient 2 fois plus vite que des chevaux normaux, même en tirant une calèche, nous pouvions parcourir 5, voire 10 fois la distance habituelle en une journée. Effie et Ri sont rapides aussi, monsieur. Oui, OUI, intervinrent Tama et Pochi pour défendre nos premiers chevaux de calèche, laissés à notre manoir de Labyrinth City. Juste à ce moment, Nana s'approcha de la calèche et fit un rapport. Maître, il y a beaucoup d'individus épuisés sur la route, je vous le déclare. Effectivement, une foule d'individus maigres et fatigués marchait d'un pas hésitant vers la ville carrefour. Il devait s'agir de réfugiés du comté de Lesso. Maître, beaucoup d'entre eux sont malades ou blessés aussi, intervint Lisa par la fenêtre d'en face. Certains des gens qui se reposaient sous les arbres le long de la route avaient le visage verdâtre ou étaient enveloppés de bandages ensanglantés. Satou, Mia et les autres me regardèrent. Visiblement, ils ne voulaient pas plus que moi ignorer les personnes dans le besoin. Prenons une pause déjeuner tôt par ici, d'accord? J'arrêtai la calèche sur le bord de la route et demandai à Lulu et Lisa de préparer le déjeuner. Bien sûr, nous en préparâmes suffisamment, non seulement pour nous, mais aussi pour les voyageurs à proximité, qui avaient visiblement besoin de nutriments. En plus des sangliers verts et des oiseaux de montagne que nous avions chassés plus tôt, j'ai ajouté un peu de notre énorme réserve de viande de monstre pour qu'il y en ait assez pour tout le monde. Mia, utilise la magie pour soigner les blessés, s'il te plaît. Nana, tu gardes Mia. Arisa et moi soignerons les malades. Pochi et Tama, allez sur la route et prévenez les gens que nous distribuons de la nourriture. Si quelqu'un est trop malade ou blessé pour se déplacer, j'apprécierais que vous le portiez jusqu'ici. Une fois mes ordres donnés, le groupe s'est mis en action. Comprenant que certains pourraient ne pas croire Tama et Pochi seuls, j'ai demandé à Nana de faire des annonces également. Attention, voyageurs de la route. Le vicomte Pendragon, vassal du comté de Muno, offre nourriture et soins gratuits. Rassemblez-vous ici si cela vous intéresse, je vous le déclare. Nana amplifia sa voix. Arisa avait trouvé la formule. Cela semblait être un coup de pub évident, mais j'ai accepté quand elle m'a expliqué que cela inciterait les gens à accepter notre raisonnement. On va soigner les malades avec des potions? A demandé Arisa. J'ai hoché la tête. La plupart n'ont que des rhumes ou sont malades d'épuisement et de malnutrition, donc je pense que les potions que nous avons sous la main devraient suffire. Un remède universel dilué devrait suffire pour les quelques exceptions.
Ma fille a la fièvre qui ne baisse pas. Grand-mère n'arrête pas de tousser. Aidez-la, s'il vous plaît, monsieur. Mon fils ne se réveille pas. J'ai distribué des potions magiques à tous les arrivants. Maître, êtes-vous sûr qu'on devrait en utiliser autant? Oui, il y en a plein d'autres d'où ça vient. Cela ne ferait qu'une bouchée de mon stock de potions. J'ai utilisé un chaudron de transmutation géant dans le manoir du lierre à labyrinthe pour produire des potions en masse par baril. Si on en manquait, je pourrais toujours retourner au manoir du lierre et en préparer d'autres. On serait sans doute rassasié le lendemain matin. Merci infiniment, monsieur. La fièvre de ma fille est enfin tombée. Comment vous remercier? Je n'ai que ces sandales de paille que j'ai fabriquées pour les vendre en ville. Merci, monsieur, merci. Grand-mère a arrêté de tousser. Je ne l'avais pas vue aussi vive depuis mon arrivée au village. Mon fils a ouvert les yeux. Merci, monsieur le noble. Je vous suis tellement reconnaissante. Les enfants et les parents que nous avions aidés à guérir nous ont remerciés les uns après les autres. Leurs accents variaient selon leur origine. Certains ont essayé de m'offrir le peu qu'ils pouvaient, ce que j'ai poliment et avec reconnaissance décliné. Maman, j'ai faim. Oh, ma chère enfant. Une fois rétabli, l'appétit de certains enfants est revenu. Larves, il y a de la nourriture gratuite par ici, je vous le déclare. Tout le monde est le bienvenu. Mangez et reprenez courage pour la suite du voyage. Nana et Lulu commencèrent à distribuer des bols en bois de ragoût à la foule hésitante. C'est tellement bon, n'est-ce pas, maman? Je n'ai jamais mangé d'aussi bons plats, même pas à la fête des moissons. Des larmes coulaient sur leurs joues tandis qu'elles piquaient dans le ragoût et les brochettes de viande. Cela faisait probablement longtemps qu'elles n'avaient pas mangé autre chose qu'un repas des plus frugaux. Prenez votre temps et mangez lentement, d'accord? Il y en a pour se resservir. On distribuera des conserves pour la route plus tard. Allez, débarrassez-vous de vos assiettes pour l'instant. Lulu et Lisa allèrent rassurer la foule. Grâce aux outils magiques de séchage que j'avais fabriqués, j'avais des tonnes de viande séchée de monstres et de tentacules de kraken séchés à distribuer. En particulier, les monstres marins, calmars et poulpes, que j'avais utilisés pour préparer le kraken séché étaient assez énormes pour déplacer plus de 10 000 tonnes d'eau. Même maintenant qu'ils étaient secs, il me restait une quantité comique de viande. Honnêtement, je regrettais un peu d'en avoir fait autant. Vous êtes un homme compatissant, monsieur. Si seulement notre jeune maître pensait davantage à son peuple, comme vous. S'il était aussi gentil, on n'aurait même pas eu besoin de quitter notre village. Où est ce comté de Munno? On devrait plutôt s'y installer. Oui, monsieur, je préfère un seigneur bienveillant, même si les impôts sont 2 fois plus élevés. Même si c'était un éloge excessif, cela semblait mutuellement bénéfique si les gens voulaient s'installer dans le comté de Munno, peu peuplé. Je n'ai jamais entendu parler du comté de Munno, hein? Il est plus loin que la capitale royale? C'est juste de l'autre côté des monts Fuji. Les montagnes? Eh bien, ça ne marchera pas, avec les worms et les wyverns qui vivent dans ces montagnes. La lumière qui avait brièvement illuminé les visages des gens s'assombrit à nouveau. Il serait certainement difficile d'émigrer de la capitale royale ou de l'ouest du royaume de Shiga vers le comté de Munno, supposai-je. Peut-être devrais-je construire un grand dirigeable pour ça? Une fois l'immigration terminée, la compagnie Eshigoya pourrait l'utiliser pour le commerce extérieur. Il faudrait que j'en parle aux responsables la prochaine fois que j'irai au siège de la compagnie Eshigoya dans la capitale royale. Rien n'est jamais aussi simple, hein? Oups, l'ambiance devint sombre tandis que j'étais perdu dans mes pensées. Le comté de Munno est peut-être loin, mais la compagnie Eshigoya, dans la capitale royale, recherche également des immigrants pour son nouveau village agricole. Un nouveau village, hein? Mon grand-père a construit un de ces villages miniers, mais c'était un travail vraiment dur, et les gens mouraient pendant l'hiver, faute de quoi manger. Quelques personnes âgées répétaient des histoires qu'elles avaient probablement entendues maintes et maintes fois. Ne vous inquiétez pas, ce village est déjà construit et autosuffisant. Déjà construit? Où est le piège, hein? Visiblement, cela semblait trop beau pour être vrai pour la plupart des gens. Il n'y en a pas. Nanashi, le héros du royaume de Shiga, a fondé la compagnie Eshigoya, qui fait donc aussi du philanthropisme. Un héros, hein? Bon, c'est une autre histoire. Ah oui. Waouh, les héros ont une sacrée notoriété. Ça doit être grâce aux générations précédentes de héros de l'Empire Saga. Dis donc, je serais fermier n'importe quand si ça nous permettait de manger. Ça me donne l'espoir que ça en vaudra la peine quand on arrivera à la capitale royale. On pourra peut-être offrir un avenir meilleur à nos enfants, après tout. Les réfugiés, jeunes et moins jeunes, avaient le regard rivé sur leurs paroles. Il s'agissait en réalité de propriétaires terriens, et non de simples métayers, mais je ne les ai pas corrigés, doutant qu'ils me croient de toute façon. Poursuivant notre route, accomplissant des actes de charité et de bonnes actions similaires, nous avons finalement atteint le comté de Zetz, au nord du territoire, un peu plus tard que prévu. Apparemment, ils n'accueillaient pas de réfugiés ici. Les candidats à l'immigration étaient détenus à l'extérieur des murs de la ville. On ne va pas distribuer de nourriture ici?
Je ne veux pas irriter le comté de Zetz. Je vais simplement donner des fonds au temple de la ville et leur demander d'offrir des soins et des œuvres de charité. Sur ce, nous sommes entrés dans la ville de Faux. Notre premier arrêt fut un déjeuner dans un restaurant où les sœurs d'Hikaru et de Nana avaient apparemment travaillé à temps partiel pendant un certain temps. L'histoire de ce petit restaurant remontait à la fondation du royaume. Son plat phare était le riz frit, prétendument un favori du roi ancestral Yamato, avec des écorces de mandarine finement effilochées. Au lieu du porc, les protéines provenaient de petits abats de chèvre. Nous avons commandé le riz frit du midi, accompagné de poissons de rivière grillés et de légumes bouillis. C'était plutôt délicieux, même si ce n'était pas tout à fait le même que celui dont je me souvenais. La chair blanche du poisson de rivière complétait bien le plat, et l'œuf cuit dans le riz le rendait friable, les écorces d'orange équilibrant les abats de chèvre pour un arrière-goût agréable. Une fois rassasiés, nous avons exploré les marchés de Faux. Mandarines. Mia me tira par la manche et me conduisit vers un chariot rempli de mandarines. Tant qu'on y est, on achète plein de mandarines. J'ai entendu dire que les agrumes du comté de Zetz sont délicieux. Je suis d'accord. Outre les mandarines, il y avait plusieurs variétés plus grosses qui me rappelaient les oranges Asaku. Les agrumes semblent être la seule particularité de cet endroit. Eh bien, les bâtiments sont un peu différents de ceux de la capitale royale. Il y avait beaucoup de maisons en bois à 1 ou 2 étages, probablement grâce aux forêts environnantes. Alors que nous flânions pour observer la ville, nous entendîmes du grabuge de l'autre côté de la rue. Voleur! Que quelqu'un l'arrête! Un marchand brandit le poing tandis qu'un garçon maladivement maigrichon se faufilait à travers la foule. Bien qu'il fût déjà loin du marchand, il semblait que sa fuite ne réussirait pas. Je t'ai eu, petit morveux. Un garde qui s'était relâché devant un stand de brochettes de poulet fit trébucher le garçon du bout de sa lance, puis le cloua au sol sous une botte avant qu'il ne puisse se relever. Un gamin des bas-fonds? Jetez-le hors de la ville. Ouais, mettez-le dehors. Le marchand et ses compagnons raillèrent le jeune homme, qui pâlit. Pas hors de la ville. C'est ça ou l'exil, mon garçon. Je préfère être esclave que mourir dans un fossé hors des murs. L'extérieur de la ville est-il si terrible que ça? Maître, vous n'allez pas fourrer votre nez là-dedans cette fois? Eh bien, ce n'est pas comme s'il le maltraitait. J'attendrai sa punition pour intervenir. J'ai regardé le garde emmener le garçon. Nous avons fait le tour et fait des dons au temple de la ville, qui était ravi d'offrir nourriture et soins aux pauvres et aux réfugiés. J'ai aussi donné beaucoup de nourriture et de potions. À ma grande surprise, plusieurs temples ont commencé à distribuer de la nourriture simultanément. Je ne sais pas si c'était à cause de l'importance de mon don ou parce qu'ils s'inquiétaient déjà du sort des réfugiés et des pauvres, mais quoi qu'il en soit, j'étais heureux de les voir agir si rapidement. Il doit y avoir des orphelinats, non? Apparemment, ils sont tous pleins à craquer. Si la plupart des temples avaient leurs propres orphelinats, ils étaient tous très petits, laissant de nombreux enfants à la rue. Certains étaient même contraints de se tourner vers la délinquance, comme le garçon que nous avons vu précédemment. Tu crois qu'il y a du travail pour eux? D'après la grande prêtresse, il y a une agence pour l'emploi dans les bidonvilles qui embauche des journaliers. Mais visiblement, il n'y avait pas assez de travail pour tout le monde. Si seulement on pouvait créer plus d'emplois. Maître, pourquoi ne pas faire des mandarines séchées? Alors que je réfléchissais à la remarque d'Arisa, Lulu a eu une idée brillante. Des oranges séchées. Je me demande si quelqu'un d'autre le fait déjà? Je n'en ai pas vu au marché pour l'instant. On dirait que tout le monde a des oranges normales. Peut-être était-ce simplement parce que les oranges fraîches étaient de saison? Pourtant, les fruits séchés se conservaient longtemps et étaient agréables et légers pour voyager. Je parie que ces oranges seraient très populaires auprès des explorateurs et des marins de Labyrinth City ou d'une ville commerçante, pour commencer. J'imagine que n'importe qui pourrait en fabriquer avec des outils magiques pour sécher les aliments, non? Si on donne des outils aussi chers aux enfants, j'ai peur que des adultes mal intentionnés les volent. Bien vu, j'ai regardé autour de moi et mon regard est tombé sur une enseigne de la société Eshigoya. J'avais oublié que les dirigeants se préparaient à ouvrir des succursales dans différentes villes du royaume de Shiga. Faisons participer la société Eshigoya, puisqu'il y aura des achats et des ventes à faire. Alors, vous allez laisser tout le travail à quelqu'un d'autre. Compris. Et, pas besoin d'être impoli. Je lance une nouvelle entreprise, c'est tout. Une usine de fruits secs? Oui, le comté de Zetz semble produire beaucoup de mandarines. Ça devrait plaire aux explorateurs et aux marins, non? Ce soir-là, je me suis rendu au siège de la capitale royale d'Eshigoya et j'ai rencontré la directrice Eluterina et la secrétaire Tifalisa pour leur proposer le projet de fruits secs. Comme nous avions utilisé les outils magiques de séchage des aliments pour produire en masse de la viande séchée, du kraken séché, etc. J'ai donné à la société Eshigoya les plans d'une version moins coûteuse, ainsi que plusieurs prototypes. Nous apporterons les plans et les prototypes à nos fournisseurs d'outils magiques demain pour obtenir un devis. Seigneur Kuro, je pense que nous devrions organiser un marché test quelque part pour voir si nous pouvons faire des bénéfices.
J'ai accepté la proposition de Tifalisa, suggérant que nous commencions l'essai à Pho. C'était la grande ville la plus proche de la capitale royale, et un important producteur de mandarines. Pho, parfait. On vient de recevoir un rapport indiquant que nous avons obtenu un bâtiment pour notre succursale là-bas. Je vais demander à l'équipe chargée de l'installation de la nouvelle boutique d'y tester les fruits secs. Il faudrait probablement un mois pour que l'essai soit opérationnel, mais j'espérais que les directeurs de succursales parviendraient à employer une grande partie de la population pauvre de la ville. Cela devrait pallier le manque d'emploi. De plus, j'ai aussi dit aux 2 hommes que j'envisageais d'utiliser un grand dirigeable pour transporter les immigrants, en précisant que le projet n'était pas trop urgent. Je leur ai demandé d'étudier les problèmes potentiels et de poser les bases du projet, et j'ai également suggéré que nous pourrions utiliser le dirigeable pour le commerce une fois le projet terminé. J'ai l'impression que leurs visages se sont un peu figés, mais je suis sûre que ce n'était que mon imagination. De retour à Pho, toujours déguisé en Koro, je suis allé rendre visite aux réfugiés vivant à l'extérieur de la ville. Dans les camps de réfugiés, il n'y avait ni feu de joie ni feu de camp. Il n'y avait que des tentes alignées dans une obscurité totale, où les réfugiés s'entassaient pour dormir. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites ici? Un groupe d'hommes armés de bâtons surgit de l'ombre des tentes. Bien que maigres, ils avaient encore des muscles solides grâce au travail à la ferme. Je suis commerçant, j'ai quelque chose à vous vendre. Ah, quelle blague de mauvais goût. Comme vous voyez, nous sommes trop pauvres pour aller en ville. Nos femmes sont trop malades et épuisées pour vendre leur corps. Mais qu'est-ce que vous pourriez bien nous vendre? De l'espoir pour l'avenir. Ces mots étaient empruntés aux personnes que nous avons aidées sur l'autoroute. Je trouvais que ça sonnait bien. De l'espoir? Il n'y a pas de place pour ça ici. L'avenir? La moitié d'entre nous sont si malades que nous ne savons même pas si nous vivrons assez longtemps pour voir demain. La voix de l'homme s'éleva, pleine de colère. Ces cris réveillèrent certains habitants des tentes, qui nous observèrent. Allez à la capitale royale. La compagnie Eshigoya vous redonnera espoir. Vous pourrez vous engager pour vivre dans leur nouveau village agricole. Cela vous offrira un avenir. J'utilisais un peu de persuasion pour m'adresser à l'homme et aux réfugiés derrière lui. Écoute, homme masqué, mon arrière-grand-père travaillait dans l'une de ces colonies du comté de l'Esso. Je n'étais pas encore en vie, mais j'ai entendu toutes sortes d'histoires horribles en grandissant. Abattre des montagnes et des forêts pour construire un village, c'est l'enfer. Ce n'est pas seulement que le travail est dur. Il n'y a rien à manger pendant des années avant de pouvoir enfin cultiver, et les enfants et les vieux meurent chaque hiver de froid et de faim. Certains des réfugiés âgés que nous avons aidés sur la route avaient dit la même chose. Il semble que poser les fondations d'une nouvelle colonie sans magie soit encore plus difficile que je ne le pensais. Pas ici, le village est déjà construit. Il ne reste plus qu'à envoyer des gens pour labourer les champs. Comme si on allait croire à une telle histoire. Ouais, c'est ça, bon, d'accord. Comme je n'avais pas commencé par distribuer de la nourriture et des soins cette fois, j'ai eu le sentiment que citer le nom du héros ne suffirait pas à les convaincre. Alors, laisse-moi te montrer. J'ai regardé autour de moi et pointé du doigt des rochers et des arbres non loin du camp. Là-bas, je vais te faire une démonstration. J'ai conduit les hommes jusqu'à la clairière, et les autres réfugiés se sont levés de leur lit et les ont suivis. Même s'ils disaient ne pas croire à mon histoire, une part d'eux devait espérer qu'elle était vraie. Je me suis arrêté près de l'endroit et j'ai utilisé la magie pour créer une source de lumière, balayant l'obscurité. Agriculture. Faisant semblant de chanter à voix basse, je brandis une pierre précieuse magique que j'avais fabriquée avec créer un objet en pierre. Au bout d'un moment, j'utilisais le sort de magie de la terre, culture, de mon menu magie. Je réglais la portée à un carré de 25 mètres et activais le sort. Oh, murmurèrent les hommes, stupéfaits, suivis par le reste de la foule. Un champ d'œufs est apparu? Même les rochers et les arbres se sont transformés en terres agricoles. C'est impossible, ce doit être une illusion. Il essaie de nous piéger avec de la magie. L'un des hommes restait méfiant. Touchez-la et voyez par vous-même. Bien sûr que je vais le faire. Je ne vais pas tomber dans le panneau. Furieux, il enfonça la main dans la terre du champ. Zut, c'est tendre, et ça a l'air vraiment fertile, l'entendis-je murmurer en brandissant la poignée de terre. Entendant cela, les autres hommes et les réfugiés l'imitèrent, enfonçant leurs mains dans la terre. Ils commencèrent à discuter avec empressement, invitant ceux qui doutaient encore à toucher la terre eux aussi. Finalement, la plupart semblèrent convaincus, et l'homme qui avait parlé tout à l'heure arriva avec un groupe d'autres. Ils se jetèrent tous à terre devant moi. Je suis désolé, il n'y a que moi et ces 2 types ici qui t'avons traité d'imposteurs. Les autres n'y sont pour rien. Punissez-nous, s'il vous plaît. Emmenez les autres dans ce village dont vous nous avez parlé. On vous en supplie. Sur ces mots, les 3 hommes inclinèrent la tête si profondément qu'ils faillirent s'enfoncer le front dans la terre. Je n'ai pas l'intention de punir qui que ce soit. Je sais que c'est difficile à croire.
J'ai ensuite expliqué que je m'occuperais de leur accueil au village agricole et leur ai donné des sacs à dos remplis de conserves et d'autres outils pour le voyage jusqu'à la capitale royale. Pour préserver mon anonymat, j'ai pris soin de leur donner une nourriture différente de celle que j'avais donnée aux autres personnes sous le nom de Satou. Je leur ai également donné quelques chariots pour transporter les enfants et les personnes âgées, ainsi que des golems bœufs fabriqués avec la technique de création d'objets en pierre et de création de serviteurs de la terre. J'ai aussi ajouté un loup de pierre pour les protéger. S'il vous plaît, emmenez-moi avec vous. Le garçon que nous avons vu se faire arrêter cet après-midi-là a couru vers moi en criant. Je suppose que ce garde l'a vraiment chassé de la ville. Très bien, si vous êtes prêt à travailler dur, je vous prends. L'agriculture est un travail difficile. J'espérais qu'il serait prêt à relever le défi. Apportez cette lettre à la compagnie Eshigoya, dans la capitale royale. Si quelqu'un vous arrête aux portes de la ville ou au poste de contrôle, montrez-lui simplement ces documents. Je leur ai remis une lettre pour le directeur et une garantie écrite que la compagnie Eshigoya prendrait leur charge. Tant qu'à faire, je leur ai dit qu'ils pouvaient inviter tous les réfugiés qu'ils croiseraient sur la route de la capitale royale à se joindre à eux comme bon leur semblait. Ce sera un voyage difficile, mais n'abandonnez ni les faibles ni les blessés. Assurez-vous que tout le monde arrive à la capitale royale. Il y a une raison pour laquelle je ne pouvais pas simplement les téléporter. Je pense que les gens accordent plus de valeur à ce qu'ils ont gagné qu'à ce qu'on leur a simplement donné. Compris. Enfin, oui, monsieur. Je jure sur ma vie que moi, Motos, je conduirai tout le monde à la capitale royale. Et nous travaillerons de toutes nos forces au village agricole, afin de pouvoir vous rembourser notre dette, Seigneur Kuro. C'était la première fois que je comprenais son nom, il semblait sur le point d'ouvrir l'océan pour son peuple. Parfait, j'ai hâte. Français, j'ai laissé le groupe toujours en train de s'incliner et j'ai utilisé retour pour me téléporter auprès de mes amis. Plus grand que Titraki, porteur d'espoir, Titraki. Diseur de bonne aventure, Titraki. Prophète, je ne me souviens pas avoir prédit la bonne aventure, mais c'est loin d'être la première fois que le système de titres me donne quelque chose de bizarre. Je vais simplement l'ignorer. Le lendemain, j'ai vérifié le camp de réfugiés avant de quitter la ville et j'ai vu qu'ils avaient déjà fait leurs bagages et étaient partis. Je suis sûr qu'ils étaient déjà en route pour la capitale royale, plein d'espoir pour l'avenir. Alors voici enfin la capitale. La capitale du comté de Zetz regorgeait également de réfugiés à l'extérieur des murs de la ville. La plupart des villes que nous avions traversées depuis Faux étaient dans un état similaire, et nous avions fait le même genre d'œuvre caritative pour elles. Comme la plupart des réfugiés avaient des problèmes similaires, j'ai amélioré mes méthodes et j'ai demandé l'aide du reste du groupe. Général, oui, Mia, ce quartier n'a pas la même couleur locale que d'autres villes. On dirait que les restaurants servent une cuisine digne d'une capitale royale. L'architecture est impressionnante, même s'il n'y a pas beaucoup de variété. Je n'ai presque pas vu de bâtiment à un seul étage. Bien que les techniques de construction soient les meilleures du comté, je devais admettre qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Tu crois qu'ils ont d'autres spécialités que les mandarines? Le comté de Zetz est aussi célèbre pour son vin doux, alors je suis sûr qu'ils y cultivent aussi de la vigne. Même si le vin n'était pas particulièrement délicieux, il était très agréable à boire et idéal pour les débutants. J'ai visité quelques magasins d'alcool et acheté mes vins préférés au fût. Ce comportement quelque peu inhabituel semble attirer l'attention. Après avoir terminé nos achats et être rentré à l'auberge, j'ai reçu une invitation à dîner chez le comte Z sans personne. On n'a pas beaucoup de temps. Comme le délai était court, je n'ai pas eu le temps de préparer un cadeau digne de ce nom. J'ai choisi quelques bijoux et objets d'art qui pourraient plaire à un noble de haut rang. Puis, pour pimenter les choses, j'ai aussi choisi une poignée de bonbons à la mandarine que Lulu et moi avions élaborés au cours de notre voyage. Je comptais donner le reste à la compagnie Eshigoya, avec les recettes. Bienvenue, Vicomte Pendragon. Le seigneur du comté de Zetz était plutôt petit. Ce n'est qu'un enfant. Quand j'ai appris que notre visiteur était un explorateur de Mithril qui avait vaincu un dragon, je m'attendais à un homme grand et costaud. Cette appréciation mitigée venait de la troisième fille du comte Zetz. Elle paraissait très adulte pour ses 17 ans, avec la carrure impressionnante d'une catcheuse professionnelle. Ne sois pas impoli, Oruna. C'est un épéiste honorable qui a défié une énorme wyverne sans même porter d'armure. Sire Pendragon, je m'excuse pour l'impolitesse de ma fille. La comtesse, qui lui ressemblait, poussa la tête de sa fille d'un bras musclé, inclinant la sienne également. Il s'avéra que le comte et la comtesse avaient assisté à la cérémonie de purification du mal à la fin de l'année et m'avaient vu vaincre une wyverne du chaos avec Ryuna, des 8 épéistes de Shiga. Malgré une certaine hésitation initiale, les bonbons à l'orange que j'avais apportés furent très bien accueillis, et je finis par céder aux supplications de la comtesse pour quelques recettes. Le comte était tellement épris de sa femme qu'avec son aide, je pus le persuader de promettre d'aider les réfugiés traversant le comté de Zetz en échange des recettes.
Ainsi, il y aurait moins de souffrance sur la route, même après notre départ. L'état de cet endroit me rappelle un peu l'ancien Muno. C'est compréhensible, avec tant de citoyens qui partent. En quittant le comté de Zetz pour celui de Lesso, cela m'a rappelé le passé de Muno, comme l'avait dit Arisa. C'était tout aussi désolé, et le froid était tout aussi glacial. Ce dernier point était probablement dû au manque d'électricité au cœur de la ville pour réguler complètement la météo. Nous avons vu de nombreux villages désertés ou ne comptant que quelques habitants âgés abandonnés, et il semblait que beaucoup étaient devenus des bandits par désespoir. Jusqu'à présent, nous n'avions entendu que des rumeurs et n'avions jamais vu aucun de ces bandits, car nous voyagions en carrosse royale. Cette fois, cependant, laissez-nous tous vos objets de valeur. Et votre nourriture aussi, et vos femmes. Juste au moment où je remarquais les flèches qui nous bloquaient le passage, un groupe d'hommes, vêtus d'armures de cuir en lambeaux et armés d'épées et de lances, s'est interposé. Il y avait 6 hommes devant nous et 5 derrière nous. Quel cliché, commenta Arisa en discussion tactique, reliant notre groupe. Il y a 3 archers chacun à 10h et 2h, et 2 autres cachés à 8h. Plus 5 hommes de chaque côté, cachés dans les buissons pour une embuscade. Soyez prudents, maître, les embusqués ont des filets, je vous informe. Tandis que je transmettais les informations de ma carte au groupe, Nana ajouta une observation, grâce à sa capacité de la fondation à voir à travers les buissons. Gauche. Mia se couvrit la bouche de sa manche et commença le chant des ballons dans un murmure. Elle disait probablement qu'elle s'attaquerait aux embusqués de gauche. Je défendrai contre le filet de droite, je vous le déclare. Ensuite, je parerai les flèches. Laissez-moi m'occuper des archers devant, alors. Tama prend le dos? Pochi piétinera les ennemis de devant, monsieur. Et je prendrai les ennemis de derrière. Les filles se répartirent rapidement le travail pour éliminer les bandits. N'oubliez pas de vous retenir, tout le monde. Ces bandits ne sont pas très forts. J'ai lancé un avertissement, par mesure de sécurité. Pochi et Tama ont activé leurs bracelets limiteurs de force et ont remplacé leurs armes par des épées magiques en bois imprégnées d'étourdissements légers. Oh, vous avez peur, mesdames? Gia, ne vous inquiétez pas, on sera vraiment gentil. J'ai vu l'un des bandits faire signe aux embusqués. Les voilà. Au moment même où je transmettais cette information, Mia a activé Ballon et a envoyé l'embuscade à gauche. Bon sang, ils sont après nous. Les embusqués à droite ont lancé leurs filets. Nana les a tous bloqués avec ses boucliers flexibles et a continué à avancer pour les éliminer tous d'un coup de bouclier. Archer, tuez le mage. Comme si j'avais laissé faire. Le sort déracinateur d'Arisa a bloqué les flèches. Et les archers étaient les suivants. Prenez ça, Zou. Lulu utilisa les pistolets magiques de la taille d'un fusil à pompe dans chacune de ses mains pour éliminer les archers cachés dans les arbres devant nous, tandis que Tama sortit des cailloux de son sac de fée pour tirer sur ceux qui se cachaient dans les buissons derrière nous. Je vous ai eu, monsieur. Lisa et Pochi ont abattu les assaillants à l'avant et à l'arrière. Ouf, si les bracelets et l'épée en bois de Pochi limitaient les dégâts au minimum, Lisa ne se tint pas aussi loin qu'elle aurait dû, ce qui causa des blessures plus graves que prévu à certains bandits. Normalement, je ne m'inquiéterais pas trop des voleurs, mais vu l'état de leur comté, j'étais prête à tenir compte des circonstances atténuantes. J'ai décidé d'utiliser des potions pour m'assurer qu'elles n'aient au moins aucun effet durable. Maître, je vous prie de m'excuser pour le dérangement. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas grave. Occupons-nous des conséquences pour l'instant. Nous avons pris les armes des bandits, les avons attachées à un arbre voisin et envoyé un message à un fort voisin pour qu'ils viennent chercher les criminels. Le sort, invocation de pigeon, s'est avéré plus efficace que prévu. Ça devrait faire l'affaire. Nous sommes remontés sur nos chevaux et notre calèche et avons repris la route. Ah oui, Lisa, Nana, la prochaine fois que vous aurez besoin de vous retenir au combat, essayez d'utiliser ça. J'ai donné à Lisa et Nana les anciens bracelets limitant les pouvoirs que Tama et Pochi portaient. Machi, une paire assortie, monsieur. J'ai décidé de ne pas préciser que techniquement, ce n'était pas une paire, puisqu'il était 4. J'adorerais un sort de contrôle de full JCJ comme celui de Mia. Avec la magie spatiale, on pourrait peut-être comprimer l'air et les envoyer valser? Bonne idée, je peux probablement trouver un truc du genre avec un de mes sorts actuels. Arisa a commencé à expérimenter la magie spatiale, produisant des effets sonores éclatants. C'était parfait, car nous étions déjà loin de l'endroit où nous avions laissé les voleurs, et il n'y avait personne d'autre sur la route. Compris, Arisa tendit la main et créa une boule d'air comprimée grâce à la magie de l'espace, qu'elle envoya dans un arbre voisin. L'arbre, large comme un torse, s'effondra dans un craquement et un craquement. C'est trop fort, je trouve. J'ai juste fait une petite erreur, c'est tout. Je vais devoir m'entraîner un peu avant de l'utiliser sur de vraies cibles. Arisa commença à s'entraîner sur les arbres voisins. Les filles Beth et Nana commencèrent également à maîtriser leurs attaques. Maître, avons-nous des bâtons de vent qui ne soient pas trop puissants? Demanda timidement Lulu en regardant l'entraînement.
Elle voulait probablement aussi une arme non létale. Si les bâtons de vent n'étaient pas aussi mortels que les bâtons de feu, un coup direct pouvait tout de même causer de graves blessures à une personne moyenne, et même être fatal s'il touchait un point sensible. J'ai sorti un petit bâton de mon entrepôt, utilisé, lame magique, de la taille d'une aiguille pour créer un fin trou au milieu et y ai inséré une pierre de vent. Même sans circuit magique, il devrait quand même produire du vent si on y met de la magie. Comment ça? Lulu a testé. Bien qu'il produise du vent, l'effet se disperse trop vite pour neutraliser qui que ce soit. J'ai pu obtenir de meilleurs effets en l'améliorant de plusieurs façons, comme en créant un trou en spirale et en gravant une rune dans la pierre de vent. Oh, monsieur. Pochi, qui avait touché la poussière créée par ma sculpture, a accidentellement libéré de la magie et a provoqué une rafale de vent qui l'a fait tomber. Miaou. Tama a mis la poudre dans la paume de sa main et l'a regardée pensivement. Miaou. Après avoir testé la capacité de produire du vent en y injectant de la magie, elle l'a utilisée avec joie pour faire claquer ses vêtements et ceux de Pochi. Système de retour de vent? Tama utilisa la poudre de pierre à vent pour retourner les jupes de Nana et Lulu. Aïe! Arrête, Tama! Pas de friandises pour les enfants vilains. Désolé, Lulu tint sa jupe baissée et gronda Tama. Ah, ça s'appelle vent divin, pas retour du vent. Arisa fit référence à un célèbre vieux manga avec un ninja potelé. Je parie que tu pourrais aussi faire du retour de feu avec des pierres de feu. Je veux essayer? Pochi veut essayer aussi, monsieur. Plutôt que de laisser une bande d'enfants jouer avec le feu sans surveillance, j'ai rejoint Tama et Pochi pour les aider dans leurs efforts. Jutsu de boule de feu? Tama utilisait de la poudre de pierre de feu pour souffler des flammes sur un golem ciblé. Pochi utilise aussi le jutsu de boule de feu, si. Waouh! Effectivement, Pochi a failli s'immoler avec la poudre. J'ai utilisé déploiement d'unité pour la repousser juste à temps. Quel idiot que je sois, monsieur. Pochi est un samouraï, pas un ninja, monsieur. L'incident l'a tellement effrayée qu'elle a commencé à s'entraîner à dégainer rapidement son sabre. Peut-être devrais-je aussi trouver d'autres moyens non mortels d'assommer les gens? Le champ odorant n'était pas très adapté à la tâche. Il pouvait facilement tuer des gens si je n'étais pas prudent, et il affecterait aussi mes alliés, à moins qu'ils ne se masquent à l'avance. Il pouvait certainement être utile pour maîtriser une foule, mais pas pour des contre-mesures immédiates. Oh, je savais que mon nouveau sort marteau tombé était assez puissant pour faire tomber une viverne volante, donc il serait probablement trop puissant pour être utilisé sur des humains. Le sort turbulence ne faisait que brasser l'air. Peut-être que cela fonctionnerait pour assommer des gens sans avoir à verrouiller au préalable. Autant essayer. Visant dans la direction opposée à la forêt, où tout le monde expérimentait, j'ai sélectionné turbulence dans le menu magique. J'ai réduit sa puissance au minimum pour la maintenir aussi faible que possible, et... Soudain, les arbres se sont mis à craquer et à trembler, puis à claquer de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'une tempête éclate et arrache tout un tas d'arbres par les racines. J'ai rapidement stoppé le sort et utilisé d'autres magies du vent comme champ secret et coussin d'air pour annuler ses effets. Waouh! Qu'est-ce que c'était que ça, maître? Je pensais juste pouvoir m'en servir pour assommer les gens. Des sueurs froides me perlaient au front tandis que je contemplais le spectacle qui se déroulait devant mes yeux, comme les conséquences d'un énorme typhon. Si vous aviez essayé ça sur ces bandits, on serait encore en train d'enterrer les corps. Sans blague, autant pour le simple fait de troubler l'air. C'était aussi puissant que n'importe quel sort d'attaque de vent. Je devrais probablement me contenter de faire fabriquer un parchemin pour un sort original avec une attaque maximale fixe pour neutraliser les gens. En attendant, je continuerai d'utiliser étourdissement à distance. Aussi pénible que soit de devoir verrouiller les cibles à chaque fois, au moins cela ne blesserait personne sans distinction. Un peu coupable, j'ai fait de mon mieux pour restaurer la forêt à son état d'origine avec main magique. Grâce à ma compétence, déguisement, elle ne devrait pas être trop visible depuis la route. À ce moment-là, nous avons recommencé à croiser d'autres voyageurs sur la route. J'ai fait interrompre l'entraînement du groupe, qui s'était de toute façon éloigné de l'objectif initial de contrôle et d'incapacitation, et nous avons repris notre route. Il n'y a pas autant de monstres que ce qu'on nous a dit sur la route. Lisa regarda autour d'elle du haut de son cheval. C'est le travail du corps expéditionnaire en route pour le duché de Vistal. L'armée royale avait dû éliminer avec succès la plupart des monstres sur la route, comme promis lors de la réunion du royaume. Ils avaient cependant négligé ceux qui étaient loin de la route principale. Chaque soir, en installant le camp, je faisais le tour des villages voisins avec la course éclair, et utilisais un barrage de flèches à distance pour éliminer la plupart des monstres de la zone. Pour une raison inconnue, ils n'avaient pas encore repris la capitale que nous avons traversée en chemin. Comme l'armée du comté de l'Esso faisait encore de son mieux pour s'occuper de tous les monstres, j'ai décidé de ne pas intervenir par respect pour leur honneur. D'après ce que j'avais entendu dire dans un village voisin,
l'armée royale avait proposé de se débarrasser des monstres de la capitale. Pourtant, pour une raison inconnue, le seigneur du comté s'obstinait à dire que ses hommes s'en chargeraient seuls. Tandis que je repensais à tout cela à cheval, Tama et Pochi, qui chevauchaient à mes côtés, m'ont montré du doigt. Scintillant, maître, il y a quelque chose qui brille dans les montagnes, monsieur. On dirait qu'on les a déjà rattrapés. Pas d'inquiétude, ce n'est que l'armée royale, en route pour le duché de Vistal. Les armes et les armures de l'armée captaient probablement la lumière tandis qu'elles traversaient les montagnes. Après nous être réchauffés avec un bon ragoût, nous avons rangé notre carrosse et nous sommes répartis sur 5 chevaux golems pour rattraper les troupes de l'armée royale. Satou, maître, un messager arrive, je vous le déclare. Mia et Nana, partis en reconnaissance, sont revenus avec un rapport. Je ne pouvais pas leur en vouloir d'être sur leur garde face à un groupe de cavaliers approchant leur armée à toute vitesse. Je m'appelle Baoen, du 8e bataillon des chevaliers sacrés, de Dame Lisa. Le messager interrompit sa présentation pour s'exclamer en voyant Lisa. Il avait dû la rencontrer lors de sa visite à la caserne des chevaliers sacrés. Une de vos connaissances, Lisa? Oui, nous nous sommes souvent entraînés dans la capitale royale. Alors ce jeune homme doit être seigneur intouchable. Je m'appelle Baoen Ganryu. Je suis né dans une région reculée de l'Empire Saga, mais je suis un candidat Shiga 8 comme vous, c'est ça. Arisa tressaillit en entendant, c'est ça, ce que j'ignorais complètement plutôt que de la laisser faire une scène. Son nom ressemblait étrangement à celui de Gwen Roitol, l'ancien épéiste Shiga 8. Cependant, contrairement au musclé Gwen, Baoen était un épéiste élancé. Il portait également une épée longue courbe au lieu d'une épée large. Il devait être un samouraï de l'Empire des Sagas, comme Monsieur Kajiro, l'épéiste de style Ziguin qui enseignait à notre école d'explorateurs à Labyrinth City. Enchanté de vous rencontrer, Sir Baoen. Êtes-vous en route pour le duché de Vistal? Tout à fait. Bien que nous, chevaliers sacrés, soyons principalement chargés de chasser les monstres le long de la route, c'est le cas. J'ai entendu dire que l'armée rebelle compte des chevaliers et des mages talentueux que nous pourrions également affronter, c'est le cas. Le 8e bataillon des chevaliers sacrés était apparemment commandé par Madame Ryuona, la coupeuse d'herbe des 8 Shiga. Il semble que cette expédition soit aussi une épreuve finale pour nous, candidats épéistes des 8 Shiga, alors j'espère seulement que nous rencontrerons des adversaires de taille, c'est le cas. Êtes-vous également venu pour participer à cette mission? En posant cette question, son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Il semblait très sérieux. Non, Lisa et moi avons retiré notre candidature aux 8 épéistes de Shiga. Et nous nous dirigeons vers les petites nations au-delà du comté de Kageus, et non vers le duché de Vistal. Je vois, c'est vraiment dommage. Ma revanche contre Dame Lisa, qui a percé à jour ma lame du vent, dès notre premier combat, devra attendre une autre fois, c'est certain. Après avoir clarifié mes propos, le sourire de M. Baoen devint enfin sincère. Il sembla également l'aider lorsque je lui montrai mon médaillon de vice-ministre du tourisme. Il dut conclure que je recherchais le succès en tant que fonctionnaire, et non en tant qu'officier. Nous avons discuté tout au long de notre chemin jusqu'à ce que nous rejoignions enfin l'armée royale près du sommet. Maître, je constate que certains des carrosses dans les rangs semblent être des civils. Oui, ce sont des marchands qui voyagent avec l'armée, c'est bien ça. Ainsi, ils n'avaient pas à craindre les attaques de monstres ou de bandits. D'après Baoen, ils étaient autorisés à se joindre à la marche à condition de ne pas gêner l'armée. Comme l'armée occupait toute la largeur de la route, nous avons dû monter à cheval dans l'herbe, sur le bas-côté. Pour une raison inconnue, M. Baoen est retourné à son unité d'origine pour obtenir la permission de son vice-capitaine de nous rejoindre. Puisque vous êtes là, je peux vous présenter à son Excellence le duc Vistal et aux généraux, c'est tout à fait possible. Non, merci, j'aurais bien voulu refuser, mais passer sans saluer le duc et les généraux aurait été considéré comme impoli, maintenant que j'étais moi-même un noble de haut rang. N'ayant pas d'autre choix, nous avons suivi M. Baoen jusqu'au quartier général des troupes. Heureusement, comme ils étaient eux aussi en déplacement, ce ne serait probablement qu'une courte visite. Content de vous voir, Vicomte Pendragon. Vous avez donc décidé de nous rejoindre et de vous faire un nom, finalement, hein? Je vous souhaite le plus grand succès sur le champ de bataille, Votre Excellence. Cependant, je crains de devoir m'abstenir d'y participer. Mon devoir le plus urgent pour le moment est d'accomplir la tâche que Sa Majesté m'a confiée en tant que vice-ministre du Tourisme. Veuillez m'excuser de ne pouvoir me joindre à votre noble cause pour le moment. Me souvenant de mes leçons de noblesse, j'ai dit au duc Vistal aussi poliment que possible que j'avais d'autres affaires à régler. HMPH, vous avez donc choisi de remuer la queue pour le Premier ministre plutôt que de suivre la noble voie d'un épéiste Shiga 8. Il semble que votre jugement vous ait fait défaut, baron Mosado. Debout près du duc Vistal se tenait le baron Gélil Mosado, le noble écarlate, qui baissa poliment la tête.
À mon arrivée, lui et les autres candidats Shiga 8 me considéraient comme un rival. Heureusement, comme M. Baoen, il sembla se calmer après avoir entendu mon explication. Merci pour votre salut. Tu peux partir maintenant, déclara le duc Vistal, sentant clairement que je ne lui serais d'aucune utilité. Aussi désagréable qu'il fût personnellement, ses jugements hâtifs ne me dérangeaient pas, d'autant plus que cela m'évitait de rester. Satou, tu n'allais même pas saluer ton ancien compagnon de guerre? Madame Ryuona, la coupeuse d'herbe, apparut, ses abdos en bataille et sa faux de combat emblématique sur l'épaule. Le commentaire « compagnon de guerre » devait faire référence à notre victoire contre une viverne du chaos lors de la cérémonie de purification du mal. Ce que le duc a dit est vrai? Tu ne vas vraiment pas te battre avec nous? Si, c'est vrai. Ryuona passa un bras autour de mes épaules. Tu es sûr de ne pas vouloir venir? On affronte une bête vraiment déchaînée cette fois, tu sais? Une bête déchaînée? Ouais. Cette chose a anéanti les 2 escadrons de chevaliers qui avaient pris la ville fortifiée, à elle seule. J'avais entendu dire dans la capitale royale que la première force anti-rébellion avait été écrasée, mais pas par un seul adversaire. J'appréciais cette information gratuite, mais elle ne devrait probablement pas partager des secrets militaires aussi facilement. Est-ce un démon majeur? Si oui, je ferais mieux d'y aller en tant que Nanashi pour l'éliminer. L'enquête est toujours en cours. D'après les prêtres et prêtresses militaires, ce n'est probablement pas un démon. Mais qui d'autre pourrait vaincre 2 escadrons de chevaliers, à part? Un dragon? C'est mon avis. Un dragon adulte? Oui, c'est ça. Si c'était aussi terrible, ils enverraient le vieux monsieur Julberg ou Rélus, c'est sûr. Un jeune dragon mineur a plus de chances de se déchaîner contre une armée humaine. Quoi qu'il en soit, le combat promet d'être acharné. Ryuona se lécha les lèvres, arborant un rare sourire carnassier. C'était le visage d'une vraie accro au combat. Heureusement que Lisa n'était pas venue avec moi. Je suis sûre que ça lui donnerait envie de se joindre au combat. Ravi de l'apprendre. Je te souhaite bonne chance sur le champ de bataille de loin. Oh, allez, tu ne viens vraiment pas? On pourrait se faire un autre combat sympa, comme contre cette énorme viverne, si tu viens. Personnellement, je n'ai vraiment pas envie de combattre un dragon à mort, merci. Ceci dit, j'étais prêt à parier que ce serait un demi-dragon comme une hydre, vu que son nom ne ressemblait en rien au dragon mineur qui avait attaqué Serious City. Tu n'as pas besoin de mon aide avec les candidats Shiga 8, pas vrai? Oh, ces types, à part Gelil et Baoen, ils ne disent que du vent, je te le dis. Elle soupira et acquiesça à contre-cœur. C'est fini, tu as perdu. D'après le nombre et les blessures des escadrons de chevaliers vaincus, elle m'expliqua que leur ennemi était estimé au niveau 45 ou 50. S'il avait été plus fort, il y aurait probablement eu plus d'observations dans les environs. Puisque Madame Ryuona était elle-même niveau 48, et que la plupart des candidats Shiga 8 avaient au moins entre 45 et 45 ans, ils devraient pouvoir affronter un dragon de niveau 50 sans trop de difficultés. Nous nous séparâmes de l'armée royale et continuâmes à travers le long comté de l'Esso, pour finalement atteindre la capitale temporaire de Seus. Ouah, on dirait un pays vaincu dans un film de guerre. La remarque d'Arisa était certes impolie, mais elle décrivait parfaitement Seus City. Le marché était clairsemé, avec peu de produits et de monde. Pickpockets et voleurs sévissaient dans les rues. Les rares passants que nous croisions semblaient apathiques, la tête basse. Des gamins des rues s'attardaient dans les ruelles, et selon les rumeurs, les enlèvements et le trafic d'esclaves étaient également monnaie courante. Une succursale de la compagnie Eshigoya avait récemment ouvert ici, mais elle n'avait pas beaucoup d'activité jusqu'à présent. On pourrait peut-être nous aider un peu? Ayant fait tout ce chemin, nous avons décidé d'aller voir le comte Lesso au château de Seus. On m'a forcé à verser un pot de vin conséquent à la réceptionniste. Au moins, les résultats furent assez rapides pour que je puisse obtenir une invitation au bal du soir. C'est un peu, contrastant fortement avec la souffrance des citoyens, les nobles vivaient dans le luxe. Même si c'était en partie à cause du bal qui s'y déroulait, le château semblait un monde complètement différent du reste de la ville. Pourquoi, ce joyau n'est-il pas une larme du ciel? Mais bien sûr, en tant que première épouse du vicomte d'Ozeux, je ne veux que le meilleur. Alors, le fils de Sir Jissu a été envoyé pour aider à libérer la capitale? On peut difficilement laisser l'armée royale faire ce qu'elle veut de notre cité ancestrale, l'Esso. Bien dit, en effet. Pendant ce temps, notre seigneur a été complètement dupé par ces vieux renards et loups rusés de la capitale royale, l'obligeant à céder notre part de noyaux. Vraiment, quel dommage. Dieu sait quand nous pourrons rouvrir nos mines et nos usines. En effet, telle est la difficulté lorsqu'il n'y a pas de noyaux. Je n'aurais pas pu mieux dire. C'est bien ce que je pensais. L'expérimenté seigneur Gilgos aurait été bien plus apte à ce rôle de seigneur que le jeune seigneur Kulmas. Vous ne devez pas proférer un tel blasphème à voix haute. Ah, bien sûr, je serai plus prudent. D'après les bribes de conversation des nobles que j'ai pu entendre,
il s'agissait principalement de vantardises superficielles, de plaintes concernant une perte de profit ou de dénigrement suffisant envers leur jeune seigneur. Comme si la menace des monstres ne suffisait pas, il semblait que le jeune comte Lesso avait aussi bien des affaires intérieures à gérer. J'avais mes propres sentiments à l'égard de l'ancien comte Lesso, compte tenu de ce qu'il avait fait à Tifalisa et Nehru, mais je pouvais peut-être encore offrir un coup de main à son fils. Sir Pendragon, merci d'avoir fait tout ce chemin depuis le lointain comté de Munno. De toute évidence, le comte Lesso pensait que j'étais venu directement du comté de Munno. Je ne pouvais pas le blâmer, car nous n'avions pas eu l'occasion de discuter lors des réceptions de la capitale royale. Sir, la salle de réception. Je sais, sur une suggestion chuchotée d'un consul âgé, le comte Lesso m'a conduit à la salle de réception. De toute évidence, il avait une affaire à me confier. J'eus à peine le temps de m'asseoir que le jeune seigneur en vint au fait. Vous voulez que j'investisse? C'est exact. Notre comté sollicite des investissements de la part de personnes intéressées. J'avais l'impression qu'il demandait un prêt, sous couvert d'investissement. Bien sûr, vous serez dûment indemnisé. Le jeune comte semble apprendre mon silence stupéfait pour une exigence de récompense. Ma cousine vient de perdre son fiancé lors de la récente attaque démoniaque et est plongée dans un profond chagrin. Si vous le souhaitez, je serais ravi d'organiser une rencontre avec elle à notre prochain goûter. Vraiment? Car j'avais l'impression qu'elle était perdue dans les profondeurs du buffet du petit déjeuner. Je crains d'être bien trop jeune et inexpérimenté pour apaiser la tristesse d'une dame aussi noble. Alors que voulez-vous? Demanda-t-il sans détour. Apparemment, la négociation n'est pas le fort de ce gamin. Cela dépend de l'importance de l'investissement que vous recherchez. Quoi? Pris au dépourvu par ma contre-question, le jeune comte se tourna vers son vieux consul pour lui demander de l'aide. 5000 pièces d'or serait idéal. Mais bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un noble étranger assume un fardeau aussi lourd. 1000 pièces d'or seraient-elles acceptables? Ah oui, la stratégie classique, débuter avec une somme ridicule, puis indiquer le montant souhaité. Ce n'était pas beaucoup d'argent pour moi personnellement, mais c'était probablement beaucoup pour la plupart des gens. C'était le même budget que celui qui m'avait été alloué pour l'année en tant que vice-ministre du tourisme, et à peu près ce que la marquise Ashinen avait payé pour l'élixir aux enchères. Donc, quelque chose qui conviendrait à un investissement de 1000 pièces d'or. Y avait-il quelque chose que je pouvais bien vouloir de ce comté de Lesso si pauvre? En fait, oui. Eh bien, l'entreprise d'un ami m'a demandé de servir de médiateur en leur nom. J'ai demandé la création d'un orphelinat en ville, ainsi qu'un bâtiment et une usine en faillite que la société Eshigoya espérait acquérir. Un orphelinat? Une usine en faillite? Le jeune seigneur regarda son consul, déconcerté par ma réponse. Le vieux consul hocha la tête, et le jeune comte accepta volontiers la première proposition. Cependant, la seconde appartenait apparemment à l'un de ses nobles, ce qui le fit hésiter. Accepte simplement ces conditions, jeune maître. Laisse-moi te persuader. D'accord, si tu le dis. Je compte sur toi. Grâce à l'intervention du vieux consul, mes conditions furent acceptées. Je prévoyais de confier la gestion de l'orphelinat à la société Eshigoya et de lui offrir le produit de la vente du bâtiment et de l'usine pour financer les 10 premières années de l'établissement. J'envisageais également de demander un droit de priorité sur le sang de Lesso, produit dans un domaine viticole voisin, mais j'y renonçais. La dernière chose dont j'avais besoin était de devenir un noble cupide empêchant la diffusion de ce vin. Ce vin était une marque prisée de Van, le géniteur et réincarnation du vampire, qui vivait dans la strate inférieure du labyrinthe de Célivra. Au fait, vicomte Pendragon, j'ai entendu dire que vous êtes vous-même un explorateur renommé. Une fois les arrangements pris et les papiers signés, le vieux consul aborda un autre sujet. Est-il vrai que vous avez vaincu un maître d'étage dans le labyrinthe de Célivra? Oui, nous avons reçu une médaille de Sa Majesté pour cet exploit. Très impressionnant. Le jeune seigneur ne tarda pas à louer mon exploit. Sa réponse était si abrupte qu'on aurait presque dit que toute la conversation avait été préparée à l'avance. Tout cela est dû au travail acharné de mes compagnons. Magnifique. Il semblerait que vous ayez des compagnons vraiment magnifiques, alors. Cet éloge semblait désormais artificiel. Ils allaient probablement me faire une nouvelle proposition. Savez-vous que les ruines de l'ancien empire de Flux se trouvent juste à l'extérieur du comté de Lesso? Non, je l'ignorais. En parcourant la carte, je découvris qu'outre des villages abandonnés et des mines, il y avait d'anciennes ruines dans une chaîne de montagnes par ailleurs désertes, dans un rayon d'environ 800 mètres. D'après la répartition des trésors et des gardiens dans les ruines, la plupart des salles semblaient déjà avoir été explorées, à l'exception du niveau le plus profond. La route depuis le village le plus proche s'arrêtait également par endroits, indiquant que personne ne s'était aventuré dans les ruines depuis un certain temps. Nous vous offrons 10 ans de droit d'exploration de ces ruines pour 500 pièces d'or. 500? Cela me semble bien peu. Les ruines ont-elles déjà été explorées? Personne n'y est entré depuis un siècle. Cela veut-il dire qu'elles ont déjà été explorées il y a plus de 100 ans?
D'après les informations cartographiques concernant le village abandonné voisin, il ne serait pas surprenant qu'autant de temps se soit déjà écoulé. Les portes secrètes sont indispensables aux ruines antiques. Un explorateur aussi talentueux que vous serait sûrement capable de les trouver là où d'autres ont échoué, non? Mais elles ont sûrement été abandonnées si longtemps parce que les enquêteurs ont conclu qu'il n'y avait plus de zones inexplorées. Je ne peux pas imaginer que nous ayons plus de chance ou d'habileté que les explorateurs d'autrefois. Vraiment, je pense que quelqu'un d'aussi chanceux que vous pourrait trouver quelque chose de nouveau. Eh bien, c'était un peu impoli. Il sembla s'en rendre compte aussi, et ajouta rapidement. Bien sûr, la chance vient d'une véritable habileté. 500 pièces d'or, c'est un peu cher pour un coup de dé. De plus, si nous trouvons quelque chose dans les ruines, le comté de l'Esso ne conserverait-il pas la priorité? J'ai insisté auprès du vieux consul, lui faisant remarquer que le matériel d'exploration coûte cher. Bien sûr, le consul m'a regardé en plissant les yeux, essayant de déchiffrer mes intentions. J'ai utilisé mon « visage impassible » pour garder une expression neutre. Ce serait hors taxe. Nous n'appliquerions pas la priorité absolue, même si nous devons préserver les apparences. Si vous trouvez quelque chose de vraiment rare, nous espérons que vous nous en informerez en premier. C'était juste. Ce ne serait pas bien vu si le comte Lesso ignorait l'existence d'un objet rare découvert dans le comté de Lesso. J'admire votre courage. Cependant, il est contraire à la fierté d'un explorateur de Mithril de payer une somme importante pour participer à des fouilles archéologiques. Alors, déclarons également exempts d'impôts tous les matériaux récupérés sur les monstres en chemin. Bien sûr, vous devrez toujours nous vendre les carottes au prix du marché. On y est presque. Il y a une mine abandonnée à proximité. Elle était très prospère jusqu'à il y a une 50aine d'années. Nous vous offrons les droits d'exploitation pendant 20 ans. Le vieux consul fit une proposition qui ferait rougir de honte n'importe quel escroc. Et vos découvertes seront exemptées d'impôts pendant 5 ans, quels que soient les métaux précieux ou les pierres précieuses que vous trouverez. Qu'en dites-vous? Il fallait généralement des années pour remettre une mine abandonnée en état d'exploitation. Et selon la directrice de la société Eshigoya, 5 années d'exonération, ce n'était pas grand-chose, même si cela commençait dès le début de l'exploitation. De plus, si les droits miniers duraient 20 ans, cela signifiait qu'ils reviendraient au comte Lesso juste au moment où la mine serait remise sur les rails. En prime, en consultant la carte, j'ai découvert que la mine, abandonnée depuis longtemps, était infestée de plusieurs centaines de demi-gobelins. Tant que l'exploitation minière est une option et non une obligation. Bien sûr, nous avons choisi une seule montagne comme zone d'exploitation, et j'ai accepté d'acheter les droits sur les ruines et les mines pour 500 pièces d'or. Soit dit en passant, alors qu'il semblait penser que les mines étaient complètement asséchées, il y avait en réalité un filon d'or environ 3 fois plus profond que là où ils avaient creusé. Il y avait aussi des trésors intacts dans les ruines, et plus d'1 millier de pièces d'or, quoique de la variété flue empire. Je pourrais certainement récupérer mon argent. Dès le lendemain, mes compagnons et moi avons exploré la zone intacte des ruines. Au cours des jours suivants, j'ai également récupéré une énorme quantité de lingots d'or dans les mines, multipliant ainsi mon investissement par au moins 12. La combinaison de mon menu et de la compétence, fouiller toute la carte, est vraiment surpuissante. En échange des profits colossaux que j'avais tirés de ces terres, j'ai donné au comte Lesso les centaines de noyaux récupérés auprès des demi-gobelins des mines abandonnées. Même les noyaux de mauvaise qualité servent encore de combustible pour les fourneaux magiques, etc. Espérons que cela réduirait un peu la pénurie de noyaux. Maître, quelqu'un se bat là-bas. Une bataille? Alors que nous approchions de l'extrémité nord du long comté de Lesso, Pochi et Tama aperçurent une bataille au loin. Elle se déroulait en direction du duché de Vistal. Nana observa à travers une longue vue. On dirait une bataille de fort, à mon avis. L'armée royale et l'armée rebelle s'affrontaient. Je supposais que ce n'étaient pas les forces anéanties après la reprise de la capitale. Les attaquants utilisaient des golems, des catapultes et toutes sortes d'engins de siège, tandis que le fort ripostait avec des canons magiques. Aucun camp ne comptait beaucoup de magiciens, bien qu'il y ait des preuves que les attaquants avaient utilisé la magie de la terre pour creuser des tranchées et des campements fortifiés. C'était l'armée royale qui défendait le fort. Quel endroit reculé pour une bataille. On dirait que ce fort est un point stratégique important pour la route nord du duché de Vistal. J'expliquais à Arisa ce que j'avais compris grâce à ma carte. Quiconque perdrait le contrôle de ce fort devrait surveiller ses arrières pendant les combats plus au nord. Pas étonnant que le combat soit si intense. Arisa utilisa une longue vue pour observer le champ de bataille. Elle avait probablement choisi cela plutôt que son sort de magie spatiale pour ne pas avoir à voir les détails sanglants de près. Le commandant du camp attaquant ne semblait pas très adroit. Les soldats en première ligne étaient impitoyablement décimés par les canons magiques. Les combats entre humains sont bien trop horribles. Perdant toute envie d'observer, je retournai mon cheval vers la route. Attends, c'est le blason de Kuvork.
Au mot d'Arisa, je pivotai machinalement. En vérifiant la carte, je vis qu'un des escadrons attaquants était composé d'esclaves du royaume de York. J'utilisai une longue vue pour observer de plus près. Le blason sur leur bouclier devait être celui de la patrie détruite d'Arisa, le royaume de Kuvork. Il avait été volontairement barré à l'encre noire, probablement par un habitant du royaume de York. Allons-y, tu ne veux pas les sauver? Il n'y a pas que les soldats de Kuvork qui meurent. Arisa secoua la tête sans lever les yeux. Bientôt, les rebelles commencèrent à battre en retraite, ainsi que l'armée de York et leurs esclaves. Je m'en assurai avant de faire demi-tour et de suivre Arisa et les autres. Maître, il y a du grabuge au poste frontière, je vous le signale. Il y avait un fort du comté de Kageus surplombant le chemin de la vallée qui séparait le comté de Lesso et le comté de Kageus. Un important groupe de soldats était rassemblé au fort, contrôlant rigoureusement tous les bagages des marchands de passage. Ils semblaient refouler tous les réfugiés, à tel point qu'aucun ne venait plus par ici. Je me suis préparé à l'approche, mais après avoir montré ma carte de vicomte et mon médaillon de vice-ministre, ils nous ont laissé passer sans difficulté. Une fois la frontière franchie, j'ai pu utiliser ma compétence, recherchée sur toute la carte, pour la première fois depuis longtemps. Heureusement, je n'ai trouvé ni personne ni démon à l'air dangereux. Espérons que nous pourrions passer notre visite en paix. Mia, c'est Monsieur Mouton, monsieur. Ça fait un délicieux Jingisukan, monsieur. Après avoir franchi la montagne, nous sommes arrivés sur un plateau où des moutons paissaient paisiblement. On mange du Jingisukan aujourd'hui, alors? Youpi, monsieur. Nous avons acheté du mouton au village voisin et avons dégusté un Jingisukan, un plat japonais de mouton grillé, avec une vue panoramique. Arisa, un peu silencieuse depuis la bataille, a enfin retrouvé le sourire. Espérons que la délicieuse nourriture et la vue apaisante ont apaisé son cœur douloureux. Nous avons continué à travers champs et forêts et avons atteint la capitale, Kageus, au coucher du soleil. Cet endroit me semble familier, monsieur. Oui, oh oui? Oui, ça me rappelle la ville de Seriou. Les filles bêtes semblaient nostalgiques de leur ville natale. Une fois que j'en aurai fini avec Arisa et Lulu, nous devrions peut-être faire un saut à Seriou. Satou, Mia m'a tiré par la manche. Regardant dans la direction qu'elle indiquait, j'ai vu un homme barbu qui nous fixait. Quoi de neuf? Au moment où Arisa se tournait pour le regarder. PPP, si ce n'est pas Dame Arisa. L'homme a crié son nom avec un fort accent.